En outre, second argument qui a rapport non plus à la justice légale, comme tout à l'heure, allo eikenu, mais à la justice particulière, en meres, au sens où celui qui agit injustement est injuste seulement et n'est pas d'une perversité totale. Il n'est pas possible de commettre une injustice envers soi-même. C'est là un cas distinct du précédent, parce que, en ce sens du terme, l'homme injuste est pervers de la même façon que le lâche, et non pas comme possédant la perversité totale, de sorte que son action injuste ne manifeste pas non plus une perversité totale. En effet, si cela était possible, la même chose pourrait en même temps être enlevée et être ajoutée à la même chose, ce qui est impossible, le juste et l'injuste se réalisant nécessairement toujours en plus d'une personne. En outre, une action injuste est non seulement à la fois volontaire et le résultat d'un libre choix, mais elle est encore quelque chose d'antérieur, car l'homme qui, parce qu'il a été éprouvé lui-même, rend mal pour mal, n'est pas regardé comme agissant injustement. Or, quand on commet une injustice envers soi-même, on est pour les mêmes choses passif et actif, et cela en même temps. De plus, ce serait admettre qu'on peut subir volontairement l'injustice. Ajoutons à cela qu'on n'agit jamais injustement sans accomplir des actes particuliers d'injustice. Or, on ne peut jamais commettre d'adultère avec sa propre femme, ni pénétrer par effraction dans sa propre maison, ni voler ce qui est à soi. D'une manière générale, la question de savoir si on peut agir injustement envers soi-même se résout à la lumière de la distinction que nous avons posée au sujet de la possibilité de subir volontairement l'injustice. Il est manifeste aussi que les deux choses sont également mauvaises, savoir subir une injustice et commettre une injustice, puisque dans le premier cas, on a au moins dans le second plus que la juste moyenne, laquelle joue ici le rôle du saint en médecine et du bon état corporel en gymnastique. Mais cependant, le pire des deux, c'est commettre l'injustice. Car commettre l'injustice s'accompagne de vice et provoque notre désapprobation. Vice qui, au surplus, est d'une espèce achevée et atteint l'absolu, ou presque, car une action injuste commise volontairement ne s'accompagne pas toujours de vice. Tandis que subir l'injustice est indépendant de vice et d'injustice chez la victime. Ainsi, en soi, subir l'injustice est un mal moins grand, quoique par accident, rien n'empêche que ce ne soit un plus grand mal. Mais l'art, ou la science, l'exemple est emprunté à l'art médical, se désintéresse de l'accident. Il déclare qu'une pleurésie est une maladie plus grave qu'une foulure. Cependant, dans certains cas, une foulure peut devenir accidentellement plus grave qu'une pleurésie. Si par exemple la foulure provoque une chute qui vous fait tomber aux mains de l'ennemi ou cause votre mort. Par extension de sens et simple similitude, il y a justice non pas entre un homme et lui-même, mais entre certaines parties de lui-même. Ce n'est pas d'ailleurs n'importe quelle justice, mais cette justice qui existe entre maître et esclave, ou entre mari et femme. En effet, dans les discussions sur ces questions, on a établi une distinction entre la partie rationnelle de l'âme et sa partie irrationnelle. Et dès lors, c'est en fixant son attention sur ces diverses parties qu'on pense d'ordinaire qu'il existe une injustice envers soi-même, parce que ces parties peuvent être affectées dans un sens contraire à leurs tendances respectives. Ainsi, il peut y avoir aussi entre elles une certaine forme de justice, de nature inférieure au juste politikon, analogue à celle qui existe entre gouvernant et gouverné. Livre 6, 1. Passage aux vertus intellectuelles, la droite règle. Au sujet de la justice et des autres vertus morales, prenons-les comme définies de la façon que nous avons indiquée. Et puisqu'en fait nous avons dit plus haut que nous devons choisir le moyen terme et non l'excès ou le défaut, et que le moyen terme est conforme à ce qu'énonce la droite règle, analysons maintenant ce dernier point. Dans toutes les dispositions morales dont nous avons parlé, aussi bien que dans les autres domaines, il y a un certain but sur lequel, fixant son regard, l'homme qui est en possession de la droite règle intensifie ou relâche son effort. Et il existe un certain principe de détermination des médiétés, lesquelles constituent, disons-nous, un état intermédiaire entre l'excès et le défaut, du fait qu'elles sont en conformité avec la droite règle. Mais une telle façon de s'exprimer, toute vraie qu'elle soit, manque de clarté. En effet, même en tout ce qui rentre par ailleurs dans les préoccupations de la science, comme la politique ou la médecine, on peut dire avec vérité assurément que nous ne devons déployer notre effort ou le relâcher ni trop ni trop peu, mais observer le juste milieu, et cela comme le demande la droite règle. Seulement la simple possession de cette vérité ne peut accroître en rien notre connaissance. Nous ignorerions, par exemple, quelle sorte de remède il convient d'appliquer à notre corps si quelqu'un se contentait de nous dire « ce sont tous ceux que prescrit l'art médical et de la façon indiquée par l'homme de l'art ».
Aussi faut-il également, en ce qui concerne les dispositions de l'âme, non seulement établir la vérité de ce que nous avons dit dessus, mais encore déterminer quelle est la nature de la droite règle et son principe de détermination. 2. Objet de la vertu intellectuelle, combinaison du désir et de l'intellect. Nous avons divisé les vertus de l'âme et distingué d'une part les vertus du caractère et d'autre part celles de l'intellect. Nous avons traité en détail des vertus morales. Pour les autres restantes, après quelques remarques préalables au sujet de l'âme, voici ce que nous avons à dire. Antérieurement, nous avons indiqué qu'il y avait deux parties de l'âme, à savoir la partie rationnelle et la partie irrationnelle. Il nous faut maintenant établir pour la partie rationnelle elle-même une division de même nature. Prenons pour base de discussion que les parties rationnelles sont au nombre de deux, l'une par laquelle nous contemplons ces sortes d'êtres dont les principes peuvent être autrement qu'ils ne sont, et l'autre par laquelle nous connaissons les choses contingentes. Quand en effet les objets diffèrent, par le genre, les parties de l'âme adaptées naturellement à la connaissance des uns et des autres doivent aussi différer par le genre, s'il est vrai que c'est sur une certaine ressemblance et affinité entre le sujet et l'objet que la connaissance se repose. Le principe que le semblable est connu par le semblable, simili a similibus, remonte à Empédocle, qui en faisait le fondement de ses théories des effluves. Aporotae. Appelons l'une de ces parties la partie scientifique et l'autre la calculative. Délibérer et calculer étant une seule et même chose, et on ne délibère jamais sur les choses qui ne peuvent être autrement qu'elles ne sont. Par conséquent, la partie calculative est seulement une partie de la partie rationnelle de l'âme. Il faut par suite bien saisir quelle est pour chacune de ces deux parties sa meilleure disposition. On aura là la vertu de chacune d'elles, et la vertu d'une chose est relative à son œuvre propre. Or, il y a dans l'âme trois facteurs prédominants qui déterminent l'action et la vérité: sensation, intellect et désir. De ces facteurs, la sensation n'est principe d'aucune action, comme on peut le voir par l'exemple des bêtes qui possèdent bien la sensation mais n'ont pas l'action en partage. Et ce que l'affirmation et la négation sont dans la pensée, la recherche et l'aversion le sont dans l'ordre du désir. Par conséquent, puisque la vertu morale est une disposition capable de choix, et que le choix est un désir délibératif, il faut par là même qu'à la fois la règle soit vraie et le désir droit. Et le choix est bon. Si le choix est bon et qu'il y ait identité entre ce que la règle affirme et ce que le désir poursuit, cette pensée, cette vérité dont nous parlons ici sont de l'ordre pratique. Quant à la pensée contemplative, qui n'est ni pratique ni poétique, son bon et son mauvais état consistent dans le vrai et le faux, auquel son activité aboutit, puisque c'est là l'œuvre de toute partie intellective, tandis que pour la partie de l'intellect pratique, son bon état consiste dans la vérité correspondant au désir correct, c'est-à-dire la vérité sur les moyens pour atteindre la fin désirée avec rectitude. Le principe de l'action morale est ainsi le libre choix, principe étant le point d'origine du mouvement et non la fin où il tend. Et celui du choix est le désir et la règle dirigée vers quelque fin. C'est pourquoi le choix ne peut exister ni sans intellect et ni pensée, et pensée ni sans une disposition morale. La bonne conduite et son contraire dans le domaine de l'action n'existant pas sans pensée et sans caractère. La pensée par elle-même, cependant, n'imprime aucun mouvement, mais seulement la pensée dirigée vers une fin et d'ordre pratique. Cette dernière sorte de pensée commande également l'intellect poétique. Puisque dans la production, l'artiste agit toujours en vue d'une fin, la production n'est pas une fin au sens absolu, mais est quelque chose de relatif et production d'une chose déterminée. Au contraire, dans l'action, ce qu'on fait est une fin au sens absolu, car la vie vertueuse est une fin, et le désir a cette fin pour objet. Ainsi peut-on dire indifféremment que le choix préférentiel est un intellect désirant ou un désir raisonnant, et le principe qui est de cette sorte est un homme, qui est ainsi une combinaison de désir et de raison. Le passé ne peut jamais être objet de choix. Personne ne choisit d'avoir saccagé Troie. La délibération, en effet, porte non sur le passé, mais sur le futur et le contingent, alors que le passé ne peut pas ne pas avoir été. Aussi, Agathon a-t-il raison de dire « Car il y a une seule chose dont Dieu même est privé, c'est de faire que ce qui a été fait ne l'ait pas été. » Ainsi, les deux parties intellectuelles de l'âme ont pour tâche la vérité. C'est pourquoi les dispositions qui permettent à chacune d'elles d'atteindre le mieux la vérité constituent les vertus respectives de l'une et de l'autre.
3. Énumération des vertus intellectuelles, étude de la science. Reprenons donc depuis le début et traitons à nouveau de ces dispositions. Admettons que les états par lesquels l'âme énonce ce qui est vrai sous une forme affirmative ou négative sont au nombre de 5. Ce sont l'art, la science, la prudence, la sagesse et la raison intuitive, car par le jugement et l'opinion, il peut arriver que nous soyons induits en erreur. Le jugement et l'opinion sont exclus des vertus dianoétiques, qui concernent l'intellect en tant que tel, car ils ne conduisent pas toujours à la vérité, n'y parviennent qu'accidentellement. L'hypolepsis est la croyance, le jugement présentant un caractère d'universalité. Elle est le genre dont la science, la prudence et l'opinion sont les espèces, mais elle se confond aussi parfois avec l'opinion, et c'est précisément le cas dans le présent passage. La nature de la science, si nous employons ce terme dans son sens rigoureux, et en négligeant les sens de pure similitude, résulte clairement des considérations suivantes. Nous concevons tous que les choses dont nous avons la science ne peuvent être autrement qu'elles ne sont. Pour les choses qui peuvent être autrement, dès qu'elles sont sorties du champ de notre connaissance, nous ne voyons plus si elles existent ou non. L'objet de la science existe donc nécessairement. Il est par suite éternel, car les êtres qui existent d'une nécessité absolue sont tous éternels. Et les êtres éternels sont inengendrés et incorruptibles. De plus, on pense d'ordinaire que toute science est susceptible d'être enseignée et que l'objet de science peut s'apprendre. Mais tout enseignement donné vient de connaissances préexistantes, comme nous l'établissons aussi dans les analytiques, puisqu'il procède soit par induction, soit par syllogisme. L'induction, dès lors, est principe aussi de l'universel. Les connaissances préexistantes sont nécessaires à l'enseignement, aussi bien inductif, dit épagoges, que déductif, syllogismo, tandis que le syllogisme procède à partir des universels. Il y a par conséquent des principes qui servent le point de départ au syllogisme, principes dont il n'y a pas de syllogisme possible, et qui, par suite, sont obtenus par induction. Un principe de démonstration est une proposition immédiate, c'est-à-dire à laquelle aucune autre n'est antérieure. Elle n'est pas elle-même la conclusion d'un syllogisme, sinon on irait à l'infini. Quelle est donc son origine? Outre la science démonstrative, il y a une connaissance supérieure et antérieure à la démonstration. C'est la connaissance intuitive des principes par le nous, qui les dégage au moyen de l'induction. Ainsi, la science est une disposition capable de démontrer, en ajoutant à cette définition toutes les autres caractéristiques mentionnées dans nos analytiques, car lorsqu'un homme a sa conviction établie d'une certaine façon et que les principes lui sont familiers, c'est alors qu'il a la science, car si les principes ne lui sont pas plus connus que la conclusion, il aura seulement la science par accident.